Bonjour à toutes et à tous. Je sais, nous sommes quasiment à la fin du mois d'avril et je vous sors cette vidéo à propos de mes meilleures lectures, enfin des lectures qui ont marqué en tout cas mon année 2023. Pour la petite anecdote, j'ai essayé de filmer cette vidéo au moins 5-6 fois depuis la fin du mois de décembre 2023. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. La batterie, problème de micro, la carte qui était pleine, le bruit dehors, la lumière, enfin vraiment, c'est la vidéo maudite de la chaîne. Mais donc, comment dire ? Donc ça a pris du temps, je me suis dit, fais-je cette vidéo ou ne la fais-je pas? Cela a-t-il encore un intérêt au mois d'avril d'arriver après la hype de toutes les vidéos autour des lectures marquantes de l'année précédente? Très certainement ça n'a plus aucun intérêt. Mais je suis quelqu'un d'obstiné. Nous y voici, nous y voilà, bienvenue dans cette vidéo autour des livres qui ont marqué mon année 2023. Peut-être les chiens vont-ils aboyer, peut-être le soleil va-t-il changer, le soleil est en train de changer. Voilà, vous avez l'habitude, ici c'est chaotique, ça baisse vraiment au niveau de la luminosité, c'est formidable. Je me suis servi des 24 questions que propose Delphine Olympe chaque année pour son calendrier de l'avant du mois de décembre. C'est un calendrier de l'avant littéraire qui permet de revenir sur 24 livres que nous avons lus au cours de l'année précédente. Je l'avais fait pour les livres que j'avais lus en 2020, je l'avais fait en 2021 également. Pour 2022, je ne l'avais pas fait. Là, j'ai refait cette liste pour l'année 2023 qui patiente depuis bientôt 5 mois dans mon carnet. Mes souvenirs ne sont plus très frais sur certains ouvrages puisqu'ils datent d'il y a plus d'une année, mais tout de même, ça me tenait à cœur. C'est parti. Le premier, c'est assez simple, c'est la première lecture de mon année 2023 et ça a été Devenir chevreuil de Tony Durand. Je ne m'attarde pas sur cette lecture puisque je vous en avais parlé dans un des 2 ou 3 points lecture que je vous avais fait l'année dernière sur la chaîne. C'est un ouvrage poétique et dedans, Tony Durand se demande ce qu'est la vie d'un chevreuil, de cet animal, à quoi ça ressemble son quotidien. C'est vraiment très délicieux à lire, un ouvrage comme je n'en avais jamais lu auparavant, assez léger, je pense que ça peut être bien à offrir à certaines personnes, en tout cas moi je l'ai offert de mon côté, et je vous laisse aller voir le point lecture pour en savoir plus. Livre numéro 2, le livre que j'attendais le plus en 2023, et j'ai attendu patiemment Atteindre l'aube de Digli. Digli, je vous en avais parlé il y a quelques années maintenant, puisque j'avais adoré Ressac, qui est un des livres qui m'a énormément marqué, que j'avais lu en 2021. Et j'attendais Atteindre l'aube, en plus qui a une couverture sublime. Dans cet ouvrage, Digli va parler d'une de ses grands-tantes qu'il a élevée, en tout cas d'un personnage assez fantasque dans sa vie, et elle va en fait tracer le chemin de toutes les femmes qui l'ont entourée dans sa famille, sa mère, ses grands-mères, et en fait oui, faire une généalogie, mais à l'inverse, souvent on cherche qui étaient les pères de notre grand-père et les grands-pères de notre grand-père, tout ça, on trace la ligne paternelle, et la ligne maternelle, la ligne des femmes, elle s'oublie avec le temps puisqu'on ne porte pas leur nom, et là vraiment il y avait quelque chose qui entrait en écho avec la vie de Digli par rapport à toutes les femmes de sa famille. Elle cherchait à savoir d'où elle venait, et c'était beau à lire, mais pour moi c'est pas un coup de cœur, ça m'a pas autant bouleversée que Ressac malheureusement. Un livre redécouvert en 2023. En 2023 nous avons redécouvert ensemble Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, puisque durant tout l'été 2023 on s'est donné rendez-vous les dimanches/lundi soirs pour parler de notre lecture commune de Notre-Dame de Paris. J'ai adoré faire cette lecture commune avec vous. Merci à toutes celles, à mes 10 fidèles qui étaient là à tous les lives, et aux centaines de personnes qui regardaient les replays, qui ont regardé les replays. Vraiment, c'est très touchant de voir qu'on peut parler de Notre-Dame de Paris par ici sur Booktube, parce que bon, Victor Hugo c'est quand même un peu le mal-aimé des classiques, et que j'ai vu des vidéos de personnes qui lisaient Notre-Dame de Paris et qui vraiment n'étaient pas tendres avec Totor et avec cette œuvre. Donc ça fait plaisir de voir que, en tout cas entre nous, entre initiés en tout cas, et ça nous faisait plaisir de parler de Quasimodo, de Frollo, d'Esmeralda, de Phébus, et de ce cher Gringoire surtout avec sa belle et douce Djali.
Pour tout bientôt, je réfléchis à vous proposer une nouvelle lecture commune autour d'une œuvre que j'aime d'amour, au moins quasiment autant que Notre-Dame de Paris. Autant Notre-Dame de Paris a marqué toute ma vie, autant l'œuvre que j'ai envie de vous proposer va sortir dans une nouvelle traduction. Si vous me suivez sur Barocco sur Instagram, vous le savez déjà. Et c'est une œuvre qui a marqué mon adolescence. C'est une œuvre britannique d'une autrice très mystérieuse et énigmatique. Mais je ne vous en dis pas plus et on en reparlera tout bientôt. Le titre le plus énigmatique que j'ai lu cette année en 2023, enfin l'année dernière en 2023, c'était Nous parlons depuis les ténèbres, anthologie de nouvelles d'horreur, de gothique et de fantastique sombre, publiée chez les éditions Goater, sous la direction de Florian Soulas et d'Estelle Faye, cœur sur vous, avec pléthore d'autrices francophones, Lizzie Felton, Cécile Guillot, Aurélie Wallenstein, Morgane Kossarieu, Morgane Stankiewicz, Louise Le Bars, et j'en oublie très certainement. Je l'ai lu le jour d'Halloween, cette anthologie, et c'était délectable. D'ailleurs, le week-end dernier, cette anthologie a reçu un prix lors du festival Sirène. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas ça a un prix et ça le mérite bien parce que ça met en avant des autrices francophones qui écrivent de l'horreur, pas de l'horreur forcément à l'anglo-saxonne avec des choses hyper glauques, trash et dark. Il y a des nouvelles qui sont vraiment très dérangeantes dans cet ouvrage et il n'y a pas de fantastique dedans. La nouvelle de Morgane Stankiewicz, forcément tout le monde pense à celle-ci, à cette avant-dernière nouvelle qui divise le lectorat, mais qui est je pense le plus bel et le plus terrifiant exemple d'horreur qu'il existe dans notre humanité. Et dedans, vous suivez plein de créatures, ça parle de lèpres, de créatures qui viennent vous dévorer, ça parle de sirènes, ça parle d'emprise, ça parle d'expériences de mort imminente, de double, voilà, de doppelganger, enfin vraiment, c'est une anthologie qui est délectable et que je vous recommande de lire un jour d'Halloween. Question suivante, le livre dont l'écriture m'a ébloui. Alors bien sûr, je vous parle de ce recueil de poèmes pour Axel de Marie Mercier-Nizet. C'est difficile de vous parler de ce poème. J'ai découvert Marie Nizet et l'existence de ce recueil dans l'anthologie Je serai le feu, toujours de Digli, publié à La Ville Brûle. C'est un recueil de poésie qui a fait grand bruit, qui avait marqué mon année 2021. Et avec mon amoureux, on avait noté le nom de Marie Nizet et ces deux poèmes qui étaient proposés. Et il faut savoir que pour Axel, le recueil dont étaient issus les deux poèmes que nous avions dans Je serai le feu n'était plus du tout édité. Et mon amoureux est entré en quête en fait de cet ouvrage. C'était vraiment une quête du Graal. Il y a eu beaucoup de péripéties dans toute cette aventure. Et le jour de mes 28 ans, pour cadeau d'anniversaire, j'ai eu ce recueil qui est une édition originale de 1923 de Pour Axel et c'est très émouvant. J'ai un exemplaire vraiment que je chérirai jusqu'à ma mort comme mes originaux de Baudelaire. Oui, j'ai de la chance, j'ai deux originaux de Baudelaire que j'ai farfouillés en brocante pour un prix vraiment misérable. Je pense que la personne ne savait pas ce qu'elle vendait, c'est sûr, la personne ne savait pas ce qu'elle vendait. Bref, revenons-en à Marie Nizet. Ce recueil, elle l'écrit pour son amant Axel et son amant va mourir, en fait il est marin et il va mourir dans un naufrage et on a dans ce recueil toute leur relation, la rencontre, le zénith de leur amour, la perte, la déchirure. Et ce recueil n'est publié d'ailleurs qu'à titre posthume après la mort de Marie. C'est toute une histoire mais incroyable autour de ce recueil et de cette poétesse et de l'homme qu'elle aimait. Et entre-temps, donc ce n'était plus du tout édité, ce n'était plus trouvable, à moins de farfouiller tout l'internet et d'être très patient et patiente, mais les éditions L'Harmattan ont republié ce recueil. Si vous voulez lire les poèmes de Marie Nizet, vraiment foncez, vous ne serez pas déçus. Rosemonde Gérard et Marie Nizet sont pour moi entrées dans mon panthéon personnel de poétesses, elles sont passées au-dessus de Charles. Voilà, pour vous dire. Un livre pour lequel je réclame une suite, Vigdis la farouche de Sigrid Undset. J'attendais de lire ce livre depuis longtemps, depuis 2021, puisque Anastasia avait fait une très belle vidéo autour des livres qui parlaient d'amour dans les pays étrangers, dans la littérature étrangère, et je m'étais noté Vigdis la farouche. Ça se passe dans les contrées scandinaves, nordiques.
Ça s'inspire de légendes médiévales et on va suivre la princesse Vigdis la Farouche et sa rencontre avec un jeune noble, un jeune prince, et cette rencontre va bouleverser leur vie à tous les deux. Ça parle de choses traumatisantes, ça parle de survivre après des traumatismes, ça parle de vengeance, ça parle d'amour, ça parle de quête de soi, ça parle de se relever. C'est un récit formidable, tout ça dans une époque médiévale et dans une langue soutenue, mais qui fait plaisir à lire. En fait, Sigrid Undset d'ailleurs a eu le prix Nobel de littérature, c'est à souligner. Voilà, et j'aimerais tellement pouvoir lire les aventures de Vigdis la Farouche et sur toute sa... Enfin, vous voyez, ces livres où on suit des générations et des générations de personnages comme ça, ces chroniques familiales. J'aurais adoré pouvoir suivre les enfants, petits-enfants, petits-petits-enfants des protagonistes que nous découvrons dans Vigdis la Farouche. J'ai dans ma palle plusieurs autres romans de Sigrid Undset que j'ai hâte de lire. La plus belle couverture que j'ai tenue entre mes mains en 2023, c'est évidemment La Cité diaphane d'Anouk Faure. Et cette autrice est aussi illustratrice et à l'intérieur de son récit, il y a moult illustrations faites par la main de l'autrice. Et la couverture là est signée Xavier Colette et cette couverture de chez Argile est très intrigante et sublime. On voit la statue de la déesse sans visage. Je vous parle pas forcément en détail de La Cité diaphane puisque dans le deuxième et dernier épisode des 5 Bookskoter, nous en avions parlé pendant 2 heures. Alors je sais, c'est un peu long à aller écouter, mais tout de même ça vous résumera bien ce que j'ai pensé de ce livre. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est un livre qui m'a énormément marqué en 2023. J'ai adoré la plume d'Anouk Faure. En tout cas, c'est une autrice que je vais suivre et qui nous a proposé un très très beau récit d'imaginaire exigeant en littérature francophone, et en tout cas moi c'est tout ce que j'aime. Le livre que je n'aurais pas lu si je n'avais pas lancé le podcast Les 5 Bookskoter, c'est La Foire des Ténèbres de Ray Bradbury. C'est un hasard qui fait que je vous présente les 2 livres seulement que nous avons lus pour le podcast. La Foire des Ténèbres, c'est pareil, on a eu tout un épisode dessus où on en parle en long, en large et en travers. C'est un livre très connu, Ray Bradbury est un auteur très connu. Moi j'ai adoré son Arbre d'Halloween que je relis très très régulièrement durant la période d'Halloween, pour son Fahrenheit également. Je n'avais jamais lu La Foire des Ténèbres. Pour la peine, pour l'épisode, j'ai lu le roman, j'ai regardé l'adaptation qui date des années 80-90 de Disney. C'était une grosse déception que ce livre, La Foire des Ténèbres de Ray Bradbury. Voilà, je n'en dirai pas plus. Si vous êtes curieux, curieuse, je vous laisse tout de même en référence l'épisode du podcast. Le livre dont on n'a pas assez parlé, c'est L'Aimé de René Vivien. Depuis plusieurs années, durant le mois des fiertés, donc durant le mois de juin, je lis des histoires saphiques, des autrices saphiques également. C'est très important pour moi de donner de la place au saphisme dans ma vie et dans mes lectures. Donc j'ai lu l'année dernière L'Aimé de René Vivien. C'était la première fois que je lisais du René Vivien, mis à part quelques poèmes par-ci par-là, mais là, la découvrir dans sa prose, mais c'était magnifique. Elle écrit à post-rupture avec son amante, la grandiloquente Nathalie Clifford Barnet. Et waouh, c'était d'une poésie incroyable, d'un imaginaire, ça nous embarque, c'est très allégorique. Moi ça me rappelle tous ces romans médiévaux que je pouvais lire où il y avait mais vraiment des poèmes à la femme aimée et des pages et des pages et des pages sur la beauté, sur cet aspect mystérieux et énigmatique de l'être aimé, et là on le retrouve, et vraiment il y a des passages qui sont magnifiques. C'est une histoire d'amour tragique. René Vivien et Nathalie Clifford Barnet se sont aimés, séparés, puis retrouvés, et René Vivien est mort très très jeune à la suite de cette rupture qui l'a complètement dévasté. C'est tragique. Moi en tout cas c'est tout ce que j'aime dans les histoires d'amour littéraires. Voilà, j'aime ça. Le livre qui m'a impressionné en 2023, c'est Du thé pour les fantômes par Chris Wulkiewicz. Je l'ai d'abord écouté en audio l'été dernier. J'ai été fascinée par ce livre, il m'a hantée, ça a été un coup de cœur monumental. Cette narratrice, elle avait une voix, cette comédienne, mais incroyable, qui sciait parfaitement à l'histoire. Du thé pour les fantômes, c'est un best-seller, toutes les personnes qui le lisent sont conquises ou quasiment, et mon amoureux me l'a offert en format papier pour la Saint-Valentin parce que je ne cessais de lui parler du thé pour les fantômes de Chris Wulkiewicz.
Et c'est l'histoire de Félicité et Gonia, deux sœurs jumelles qui vont partir à la recherche du fantôme de leur mère une fois celle-ci disparue. Et Gonia est une sorcière, Félicité est passeuse de fantômes. Et quand je vous le dis comme ça, vous dites moi c'est très fantaisie, tout ça, et un peu policier, mais c'est du réalisme magique. C'est le deuxième roman de l'autrice et c'est une écriture, mais digne de Carole Martinez. Je sais que, parce que j'ai écouté tout ce qu'a fait Chris Wulkiewicz depuis tant, elle m'a fascinée par son écriture, et je sais qu'elle s'est inspirée de Carole Martinez, qui était une autrice que j'aime beaucoup, beaucoup, que je chéris énormément. J'avais adoré Du domaine des murmures et La terre qui penche, qui sont des livres pareils qui sont inscrits en moi. Et là, j'ai retrouvé tout ce que j'ai aimé chez Carole Martinez dans ce récit qui se passe à Nice, dans le sud de la France. On voyage, on est dans du réalisme magique, on ne sait pas si ce qui se passe sous nos yeux est vrai, mais qu'importe, ce sont les impressions qui comptent. C'est un roman d'ambiance fascinant. Et il faut lire Du thé pour les fantômes. Voilà, il faut le lire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il vous apportera quelque chose. Et pour un deuxième roman, l'écriture, elle vous met une claque. Et c'est pour ça que c'est le livre qui m'a le plus impressionné. Un livre qui m'a beaucoup appris. Alors, on pourrait croire qu'il n'y a pas forcément de transition, puisque je vous parle à nouveau de thé avec ce livre L'usage du thé de Lucie Azéma, une histoire sensible du bout du monde. C'est un ouvrage qui est paru chez Flammarion. Déjà, le livre en lui-même est très très beau et magnifique. Et on a des photos à l'intérieur. Et en fait, Lucie Azéma nous conte son histoire. C'est une femme qui voyage, qui a vécu aussi à l'étranger et qui est une grande buveuse de thé. Elle nous conte toute l'histoire du thé, en fait. Depuis l'origine du thé jusqu'à aujourd'hui, les endroits dans le monde où on boit le thé, le fait que ça se soit répandu avec l'empire colonial britannique, ce que ça apporte de boire une tasse de thé en voyage, le fait que ça lie les personnes. Enfin, vraiment, j'ai appris énormément de choses sur le thé, qui est une de mes boissons, ma boisson préférée. Et donc... voilà. Je pourrais vous parler de thé parfois pendant des heures, donc j'essaie de me restreindre pour que cette vidéo ne fasse pas 30 minutes, j'espère. Le personnage que j'aimerais le plus rencontrer, c'est Vianne Rocher dans Chocolat de Johanne Harris. Je vous en avais parlé aussi de ce livre dans le même point lecture que pour Devenir chevreuil. Ce livre a connu une adaptation en film avec Juliette Binoche et Johnny Depp, pardon. C'est un film que j'aime beaucoup. Ça parle de chocolat. Je ne suis pas une personne gourmande, la nourriture c'est vraiment pas ma passion. Mais le chocolat par contre est une de mes passions, tout comme le thé. Et j'ai adoré ce roman et j'aimerais rencontrer Vianne parce qu'elle est fascinante. Elle a, à nouveau, on est presque dans du réalisme magique parfois dans ce récit où on suit une femme dans les années 50 qui est mère célibataire et qui emménage dans une ville pour ouvrir sa chocolaterie en plein carême. Donc vous imaginez bien que ça fait scandale pour l'époque. On a un prêtre qui reprend la figure de Frollo dans Notre-Dame de Paris. Vraiment c'est un roman très très intelligent qui est délectable. Et très gourmand, voilà. Et donc j'aimerais rencontrer Vianne pour parler de plein de choses avec elle et surtout manger ses chocolats. Le personnage que je ne voudrais surtout pas croiser, c'est la Bête, dans La Bête du bois perdu de Nina Gorlier. J'ai découvert les romans de Nina en 2023. J'ai lu La Bête du bois perdu et également Le reflet brisé. Et La Bête du bois perdu, je vous en avais parlé dans une vidéo autour de mes recommandations de textes effrayants. C'est une créature qui a une emprise sur vous dont on ne peut se défaire, qui hante les bois, qui hante votre esprit, qui hante votre âme, qui vous poursuit sans cesse. C'était fascinant. Voilà, j'ai à nouveau adoré ce roman qui est un de mes coups de cœur de 2023. Et le personnage de la Bête est une créature très très bien écrite, très très bien pensée. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, mais sans histoire d'amour, il faut le souligner. Et c'est... ouais, vraiment, lisez La Bête du bois perdu. Et si vous aimez La forêt de l'étrange / Over the Garden Wall, on est sur un peu la même idée de bête. Donc là, je ne vais pas me faire des amis puisque c'est le livre que je suis la seule à avoir détesté, enfin que tout le monde a aimé sauf moi. Et c'est La société très secrète des sorcières extraordinaires de Shangu Mandana. Shangu Mandana, excusez-moi, je ne sais pas prononcer son nom. Alors, ce livre, comment dire sans me prendre une vague de haine en commentaire? Non merci. Voilà, j'en entendais parler depuis des années sur les chaînes booktube anglophones
Et ça vendait une sorcière qui est dans une société très secrète de sorcières où on n'a pas le droit de dire qu'on est sorcière en mortel, mais qui fait des vidéos YouTube sur la sorcellerie. Ça me parlait puisque je fais aussi des vidéos YouTube, pas sur la sorcellerie, mais tout de même. Et en fait, elle va être débauchée par une famille qui doit élever 3 jeunes orphelines qui sont sorcières. Sur le papier, ça semblait pas mal. Je l'ai commencé à la fin de l'été 23, c'était plutôt bien, c'était léger, bon, c'était pas grandiloquent, le style n'est pas au rendez-vous, l'intrigue, elle est prévisible, et encore quoique. Mais voilà, ça m'allait. Et à partir du moment où il y a une romance qui s'est installée, mais alors vraiment, on est tombé du précipice, de la falaise, de tout quoi. Parfois on comprend pas ce qui fait qu'un livre est un best-seller. Là, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment il avait pu autant être porté au nu avec des passages aussi niais et mal écrits, alors qu'on peut... Enfin voilà, il est possible de parler de romance, de parler de relations entre adultes de manière beaucoup plus poétique que ce qu'on trouve là-dedans, quoi. Donc désolée si vous l'avez apprécié, ce n'est absolument pas contre vous, c'est moi qui ai mes marottes en littérature et voilà, et je me suis pas retrouvée avec la société très secrète des sorcières extraordinaires. Le livre le plus original que j'ai découvert en 2023, c'était Laura Willows de Sylvie Townsend, je sais pas, Warner. Il y a longtemps que je l'ai noté dans mes livres à lire, dans ma wishlist, puisque c'était du temps où Madame Irma avait une chaîne sur Booktube et parlait de ce livre. Et en fait, on va suivre le destin, l'histoire de Laura Willows, qui est une femme célibataire dans l'Angleterre victorienne ou édouardienne en 1902. Lorsque son père meurt, elle va se retrouver à être la nourrice des enfants de son frère dans leur demeure familiale. Être leur préceptrice, à s'occuper de ces enfants-là. Et puis un jour, en fait, elle va dire j'ai mon petit pécule de côté, j'ai mon héritage, je vais partir m'exiler à la campagne et je vais faire ma vie dans un village où personne me connaît et je vais vivre toute seule dans mon petit cottage, dans ma petite bicoque. Et c'est génial à lire, vraiment, c'est très original. Il y a un petit peu de fantastique qui vient se glisser là-dedans. On est à la fin, on ne sait pas, on est un peu dérouté par rapport à ce qu'on lit, puisque ça change de tout le récit qu'on nous a fait de la vie de Laura Willows, mais c'est un livre vraiment qui m'a marqué et que je prendrai plaisir à relire dans quelques années, parce que vraiment, j'y ai trouvé mon compte. En fait, on est dans quelque chose de contemplatif. Ça peut ressembler à du Virginia Woolf si vous aimez sur certains points. Et c'est vrai que c'est une autrice dont on n'entend pas parler, donc c'est pour ça que je me permets de la remettre en avant. Le livre que j'aimerais que tout le monde lise, on va parler de choses qui fâchent à nouveau. On va parler de ma vidéo sur les pièces effrayantes de théâtre que j'avais faites à l'occasion d'Halloween, qui a fait un flop après 2 vidéos qui avaient très bien marché. J'ai pas trop compris, je sais que le théâtre, ce n'est pas ce qui fonctionne sur Booktube, sur internet, ça je le comprends, mais tout de même c'est bien dommage parce que moi pour cette vidéo j'avais ouvert mes horizons culturels. En théâtre, je lis principalement du théâtre occidental et là pour une fois j'étais allée vers du théâtre oriental et notamment j'ai découvert Mishima, dramaturge. Je connaissais Mishima auteur et là j'ai découvert Mishima dramaturge avec ce recueil de pièces et notamment la pièce La terrasse du roi lépreux que je vous recommandais dans ma vidéo sur 6 pièces de théâtre effrayantes. Ça nous parle de légendes, de lèpre, de maîtresse royale, de malédiction, de mère infanticide à la Cersei dans Game of Thrones. Enfin vraiment c'est une pièce à ambiance qui était géniale à lire et à découvrir. Et si jamais je pouvais vous donner envie de découvrir un tout petit peu de théâtre, et qui est du théâtre qui n'est pas Shakespeare pour une fois, eh bien lisez Mishima. Voilà, lisez La terrasse du roi lépreux. Mon plus gros pavé de l'année 2023, c'était Caresser le velours de Sarah Waters, que j'ai lu suite aux recommandations de Wendy de Young Girl Flowers.
J'espère que je prononce bien ton pseudo, Wendy. J'ai l'habitude de le lire, mais pas de le prononcer à voix haute, je viens de m'en rendre compte. Sarah Waters, elle était dans ma wishlist depuis des années. Et grâce à Wendy, j'ai sauté le pas. J'ai acheté Caresser le velours et le deuxième, un autre roman de Sarah Waters que je compte lire cet été. C'était un petit pavé de 600 pages, ce qui est honorable. Dans ce livre qui est aussi saphique, on va suivre l'histoire de Nancy qui va faire du musical en fait, en se travestissant en homme. Et elle a son amante au début dans toute cette histoire. Elle part de sa campagne où elle vend des huîtres avec sa famille pour gagner Londres. On est dans une Angleterre, je crois, à nouveau fin de siècle, c'est ça. Et en fait, toute sa vie va être épique. Vraiment, on va suivre un destin incroyable, un destin de femme qui n'est pas dans les normes sociales de son époque, qui ne s'y retrouve pas, que ce soit via sa sexualité, via la manière dont elle décide de se genrer également, enfin de s'habiller, de se vêtir. Et c'était fascinant, il y a de tout, vraiment c'est délectable. C'est pas une lecture à mettre forcément entre toutes les mains parce qu'il y a des passages tout de même assez costauds, mais j'ai adoré découvrir la plume de Sarah Waters. Le livre le plus addictif que j'ai lu en 2023, c'est sans hésitation aucune Dans les veines de Morgane, dans tes veines, pardon, de Morgane Cossarieu. Dans les veines, c'était le titre précédent puisque c'est une réécriture. Morgane, c'est le premier roman de Morgane Cossarieu qu'elle a écrit. Je crois qu'il est paru en 2016 et l'année dernière, Le Diable Vauvert a republié ce roman, mais Morgane l'a retravaillé entre temps puisqu'il y a notamment MeToo qui est arrivé dans la sphère médiatique et donc on s'est rendu compte de beaucoup de choses sur la culture du viol et Morgane est une autrice qui fait attention à tout ça, donc elle a énormément retravaillé son roman là-dessus. Et j'avais adoré, c'est mon roman préféré moi, dans les veines de base, dans la bibliographie de Morgane. Ça parle de vampires, donc moi les vampires c'est ma créature fantastique préférée de toute l'histoire de la littérature. Je suis très exigeante en termes de romans vampiriques et Morgane et Vincent sont dans mon panthéon d'auteurs et d'autrices qui écrivent sur les vampires. Et il y a aussi Mathieu Guibé avec Even Then Figs Feel Your Love qui a été pas retraduit mais republié sous un autre titre dans une autre maison d'édition. Et en tout cas dans tes veines on suit un groupe de vampires qui est complètement trash. On est très très loin du Twilight et d'ailleurs c'est le contre-pied parfait de Twilight dans tes veines. Vraiment c'est pour un public averti, moi je dirais 18 ans, enfin pas en dessous de 16 ans en tout cas. Il y a des scènes de sexe, mais de tout en fait, il y a tous les fluides qui se mélangent dans cette lecture et pourtant c'est addictif, c'est prenant. Vous commencez la première page, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout, c'est envoûtant tout comme ces vampires sont envoûtants et ce ne sont pas des vampires gentils puisque la phrase de Morgane fétiche c'est les vampires gentils n'existent pas. On est dans les stats d'Anne Rice mais exacerbé fois 1000 et tout ça se passe en plus, ces récits se passent en France et ça change de voir des récits de vampires qui se passent en France. Le livre le plus émouvant de 2023, j'ai mis Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, publié chez La Talente. C'est le premier tome de la duologie. On est dans un monde post-apocalyptique, on suit Freurdex qui est un personnage non-binaire qui vend du thé. Voilà, enfin qui parcourt le pays pour faire boire du thé aux personnes et les écouter lui parler de leur chagrin, de leur vie, de leurs histoires. Et un jour comme ça, sans prévenir, elle décide de partir en fait, de partir à la quête, à la conquête de lui-même, de soi. Et elle va croiser un robot sur le chemin, alors que les robots sont censés avoir disparu. Et on est dans ça s'appelle la soft SF, la cozy SF, c'est ce dont a priori est spécialiste Becky Chambers. Je n'ai lu que ça de cette autrice. Et on l'a lu ensemble avec mon amoureuse, ça fait partie des livres qu'on se lit à voix haute. On doit lire le deuxième tome là pour cette année, pour ce printemps. C'est doux, c'est
oui, c'est des récits un peu philosophiques. Si vous aimez, je pense, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, ça pourra vous plaire. En tout cas, moi, ça m'a rappelé un petit peu ces passages-là où ces personnages, sous prétexte d'une histoire, nous livrent un peu une philosophie de vie qui permet de revenir à soi. Le livre le plus réconfortant de 2023, c'était ce recueil d'albums, puisqu'on a 2 histoires dans la forêt aux fleurs d'or, publié chez les Trois Nornes par Ashdale et Rosen Grosjean. On a 2 histoires dans ce livre. On a le premier qui est Le Peuple des Cendres, avec une petite renarde polaire qui ressemble à ma chienne Utopie. Voilà, je lui ai lu à voix haute l'histoire, elle a beaucoup apprécié. Et également Le Petit Ours au pelage d'or. Ce sont 2 histoires, moi je dirais du mois, enfin pour les saisons froides, l'automne et l'hiver. Et c'était beau. J'ai fait un master de littérature jeunesse il y a bien longtemps maintenant. Et j'ai toujours une affinité particulière avec les albums, les ouvrages pour la jeunesse. Ça me renvoie à mon enfance également. Et j'ai adoré lire ces 2 récits. Et en plus, il faut signifier que Les Trois Nornes est une maison d'édition française qui est faite dans le respect des travailleurs. Lorraine qui dirige la maison d'édition et qui a la chaîne Les Mots de l'Imaginaire fait un travail formidable, donc allez la soutenir, vraiment c'est une maison d'édition qui défend de belles valeurs dans lesquelles je me retrouve en tout cas. Le plus beau titre lu en 2023, c'était La Nouvelle Rêvée de Arthur Schnitzler. J'ai enfin lu ce livre parce que je connais l'adaptation de ce livre, vous aussi certainement la connaissez-vous de nom du moins, c'est Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick avec le couple à ce moment-là en déclin Tom Cruise, Nicole Kidman. Cette adaptation m'a traumatisée, ce film m'a traumatisée pour plein de choses, pour plein de raisons, mais je rêvais de lire la nouvelle qui avait inspiré le film, qui ne se passe pas du tout à la même époque. Kubrick a vraiment fait un travail, comme il fait très souvent au niveau de cette adaptation, qui fait qu'on a des thèmes principaux qui se dégagent de l'œuvre littéraire, et lui en fait ensuite ce qu'il veut au niveau du 7e art. Et là, La Nouvelle Rêvée, c'est une nouvelle fantastique où on suit ce médecin qui s'appelle Fridolin, oui c'est ça, qui se dispute avec sa femme. Et il va partir le soir comme ça dans les rues, dans Vienne, et moi, Vienne et l'Autriche, c'est un pays, une ville que j'adore. Et voilà, j'ai été emportée par ce récit. En plus, je trouve que le titre La Nouvelle Rêvée, moi j'aime beaucoup tout ce qui touche au songe. Voilà, en règle générale, ma pièce de théâtre préférée, c'est La vie est un songe de Calderon, par exemple. Donc dès que ça parle de rêve, d'onirisme, de quelque chose de surréalisme un petit peu, ça me parle et ça me botte. Le livre le plus dépaysant, c'était Avril Enchantée d'Elisabeth von Arnim, et ça tombe bien puisque maintenant on est au mois d'avril quand je vous en parle, donc ça fait 1 an que j'ai lu ce récit, que vous pouvez vous procurer pour le lire durant cette fin du mois d'avril. Elisabeth von Arnim est une autrice un petit peu oubliée, mais qui a écrit nombre de romans, dont Avril Enchantée, où on suit 4 femmes britanniques qui sont d'un certain âge déjà, et qui décident en fait de partir en vacances en Italie, de louer un château ensemble. Elles ne se connaissent pas toutes les 4, elles sont juste dans le même club de discussion ou pour femmes du monde, elles n'ont pas forcément le même statut social, elles n'ont pas du tout les mêmes caractères, et on va les suivre durant leur séjour en Italie. Et ça va parler d'histoire d'amour, d'histoire de vie, de récits de vie de ces femmes qui ont des âges différents, des vies différentes, des comportements, des caractères différents également. Ça parle d'amitié, ça parle d'Italie, de vacances, enfin vraiment c'était hyper dépaysant, hyper rafraîchissant. Je sais que Pepper l'a lu également et avait apprécié sa lecture. Et écoutez, si jamais je peux vous donner envie de découvrir Avril Enchantée pour les quelques semaines qui restent de ce mois, eh bien allez-y. Un prix littéraire lu cette année. Alors, je triche parce que Le Reflet Brisé de Nina n'a pas reçu le PLIB de l'année, mais tout de même il a fait partie des 5 finalistes, et donc j'avais envie de vous parler. Et je lis pas de prix littéraire, enfin je fais pas attention à ça quand je lis un roman, quand j'achète un roman. Donc je préfère vous parler du Reflet Brisé, qui est une réécriture de Blanche-Neige, publiée chez Magic Mirror toujours. On va suivre le personnage de Kirsten, qui est la méchante reine entre guillemets. Nina m'a très bien vendu ce livre en me disant que c'était à la fois une réécriture de Macbeth, Richard III et de Phèdre, donc ça marchait pour moi. On a effectivement le personnage de Kirsten
qui a ce côté très Lady Macbeth et qui veut le pouvoir par-dessus tout, et parce qu'elle est une femme, c'est mal vu. On a la réécriture de Phèdre, puisqu'en fait ici Blanche-Neige est un jeune garçon, et donc si vous ne connaissez pas le mythe de Phèdre, Phèdre est l'une des épouses de Thésée. Et Thésée a un fils qui s'appelle Hippolyte, et Phèdre, qui est donc la belle-mère d'Hippolyte, va tomber amoureuse de son beau-fils. Il y a des pièces formidables qui existent autour du mythe de Phèdre. Et là, Nina en fait une réécriture très très intelligente, ça se mêle très bien à l'histoire de Blanche-Neige. Ce n'est pas un coup de cœur pour moi, mais j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir cette réécriture et ce personnage de Kirsten. Un livre pour finir en beauté, je vous parle d'un recueil de poèmes que j'ai eu sous le sapin au mois de décembre, qui est Écrin de brume de CM Bordeaux, Claire-Marie, je ne sais plus. Voilà, qui m'a été recommandé par Morgane Stankiewicz, parce que je suis une admiratrice de poétesse, je suis une grande lectrice de poésie, et cet ouvrage a priori est sombre, bucolique, voilà, c'est avec une plume exigeante, donc c'est a priori tout ce que j'aime. C'est une autrice auto-éditée, donc c'est pour ça que j'ai envie de la mettre un petit peu en avant. C'est un récit que je n'ai toujours pas lu, et j'attends plutôt la fin de l'été pour pouvoir m'y plonger. J'espère que cette vidéo lecture vous aura, de l'année précédente, alors qu'on est au mois d'avril, vous aura tout de même intéressé, vous aura plu. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous laissez sous les vidéos. Je sais que je ne prends pas le temps à chaque fois de vous répondre, mais sachez que je vous lis toutes et tous, et que ça me touche profondément. Merci à vous. J'espère à très bientôt pour une prochaine vidéo. Qui sait? Là, on a mis que 2 mois entre les deux vidéos, hein. C'est plutôt pas mal.